Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de ce tout nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Le 15e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie a vécu du 29 au 30 novembre dernier. Nous étions là à Dakar au Sénégal et il était question, bien entendu, ça marquait bien entendu la fin de la présidence de la République démocratique du Congo à la tête de cette organisation francophone, mais également ce 15e sommet a permis l'élection du nouvel secrétaire général à l'OIF. Il s'agit, vous avez certainement entendu parler de ce nom, ça arrivait en boucle sur toutes les chaînes, pas seulement d'ici mais également d'ailleurs. Il s'agit de la Canadienne Michaëlle Jean. C'est vrai, on essaiera donc de tabler sur cela, parler de la francophonie et des enjeux de cet espace francophone par rapport à la RDC. Pour ce faire, nous aurons le plaisir d'échanger avec quelqu'un que vous connaissez, un habitué de la presse. Il s'agit de Jean-Marie Kassamba. Bonsoir et bienvenue. Merci. Président de la division provinciale de l'Union nationale de la presse du Congo, PDG de Télé 50, coordonnateur de la visibilité de 5 chantiers du président de la République, président de la commission presse ou communication lors du 14e sommet de la francophonie tenu ici à Kinshasa. Il y en a comme ça plein. Ça ne fait pas un peu trop pour une personne? Non, non, ce sont des missions que nous essayons d'accomplir avec détermination parce que notre pays, c'est une grande nation qui a beaucoup de challenges à relever et comme c'est lui, du 14e sommet de la francophonie que nous avons relevé avec beaucoup de faste et de réussite. Non, mais c'est ce qu'on essaiera de voir en comparant le 14e et le 15e sommet de l'OIF. Mais je disais, ça fait trop, vous accaparez de toutes les responsabilités, quoi. Il n'y a pas des gens assez compétents pour essayer d'assumer ces différents postes. Ah non, 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 j'ai peu de choses que je suis en train de faire. Je ne fais que ce que je sais faire, c'est-à-dire la communication, la stratégie et l'organisation. Donc vous ne sortez pas de votre champ d'action? Je ne suis pas maçon, je ne suis pas cordonnier, je ne suis pas peintre, je ne suis pas soldat. Je suis juste un professionnel des médias. Et professionnel de médias, on l'a dit tout à l'heure, mais également donc président provincial de l'UNPC. Oui. Dans la ville-province de Kinshasa. Élu, avec tout mon comité. Des élections, je sais que peut-être une grande partie d'entre nous, en tout cas au niveau de Congo Web, on n'était peut-être pas là. Il y a eu quelques journalistes de Congo Web quand même. Pas tous, mais il y en a eu. Mais le plus important était que 80% des votants ont élu notre comité qui aujourd'hui préside à l'avenir, pour ne pas dire... Votre plan d'action? Le plan d'action est très simple en 5 points. J'ai eu la chance de le dire la fois passée lors de la campagne électorale, mais également lors de la première réunion, la plénière que j'ai convoquée pour expliquer à tous les journalistes de Kinshasa, nationaux ou étrangers, ce que nous allons faire. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est la mise en place d'un plan d'identification des journalistes, les vrais journalistes, qui œuvrent ici à Kinshasa. Oui, mais parce que... vous avez déterminé un critérium pour faire en sorte qu'il est vrai de... Tout à fait. Qui est ce distinguo entre le vrai et le faux? S'il y a un faux, c'est qu'il doit y avoir un vrai. Le journaliste, c'est un professionnel d'abord, qui soit bien formé, qui a les outils de travail et qui respecte l'éthique et la déontologie professionnelle. Comme le médecin respecte l'ère éthique et déontologie, comme les avocats, etc. Donc notre métier est régi aussi par un code déontologique. C'est celui qui le respecte et qui est journaliste. C'est celui qui a la carte de l'UNPC, qui est l'ordre national, qui édicte en RDC les cartes qui donnent accès à ce métier de journaliste. C'est celui qui respecte aussi les lois du pays dans lequel il fonctionne, il œuvre comme journaliste. Donc nous sommes en train de mettre en place donc ce fichier national avec notre président national Kassonga et le comité exécutif national pour identifier d'abord les journalistes. Ensuite, on est en train d'aménager le siège de l'UNPC Kinshasa pour que le journaliste ait une adresse où il peut venir s'adresser pour avoir un renseignement, travailler, etc. Ensuite, pour défendre les intérêts des journalistes, le contrat de travail dans les structures dans lesquelles ils travaillent, mais aussi lorsque le journaliste est dans des situations plus que difficiles. Nous faisons un métier qui est difficile, dangereux. Nous avons déjà fait montre de cela il n'y a pas longtemps, lorsqu'un journaliste a été incarcéré par rapport à ce qu'il avait posé comme acte, qui n'était pas tout à fait
acceptable. Nous avons résolu ce problème pour permettre aux journalistes d'abord de s'amender, mais également pour que nous montrions que nous sommes à la disposition et au service de la presse. Jean-Marie Kassamba, certaines personnes ont peur, parce que là, je suis en face, bien entendu, du président national, président provincial de l'UNPC, mais également PDG de Télé 50, une chaîne réputée comme proche du pouvoir, dans un espace médiatique où il y a toutes les tendances. Est-ce que tous les journalistes seront protégés? Tous les journalistes. La preuve. C'est quoi la garantie? La preuve, le premier journaliste que nous avons défendu, c'est le journaliste d'un média, Molière Télévision, pour ne pas le citer, et nous n'avons pas d'abord cherché à savoir les raisons. Nous avons d'abord protégé les journalistes. Vous pensez pouvoir transcender votre acquaintance? Je n'ai pas de faiblesse en termes de partialité. Je suis un journaliste d'abord. Et je dois avoir une appréciation professionnelle d'abord. Après, on doit regarder ce que l'on reproche ou pas à un journaliste. Vous savez, il n'est pas facile d'être congolais. Moi, je vois beaucoup de nos compatriotes qui essayent de faire du journalisme, mais qui sont manipulés par les officines internationales, qui sont manipulés par des multinationales, par certains pouvoirs étrangers, pour seulement dire du mal de leur pays, pour seulement ça a toujours été votre cheval de bataille. Quand on dit vrai, quand on dit que ça ne va pas, est-ce dire du mal? Quand on dit que Kinshasa est devenu une poubelle, est-ce mentir sur son pays? Il n'est pas dit de dire la vérité. Il n'est pas mauvais d'alerter, de dire des choses qui ne fonctionnent pas. Mais il n'est pas idoine, il n'est pas conseillé de mentir. Je vous donne un exemple simple. À Kinshasa, on sait que à un moment donné, l'insécurité battait son aile ici, battait son plein, pour ne pas dire. Les Kinois étaient archi dérangés par les Koulouna. Lorsque la police nationale fait son travail pour sécuriser les Kinois, même les mamans félicitent ça. Les mamans marchent pour encourager la police. Parce qu'il y a eu une ONG internationale qui ne regarde même pas les droits élémentaires. Là, j'entends parler carrément le ministre Mouyej de l'Intérieur. Non, c'est pas le ministre Mouyej. Moi, je me mets à la place des Kinois. Je suis Kinois, moi, j'habite à Kinshasa. Si la police assure ma sécurité, est-ce qu'il est approprié de tirer sur la police? Regardez ce qui se passe à Hong Kong au moment où je vous parle. Les manifestations qui sont sécurisées par la police. Vous avez vu les ONG dire, voilà, on tire sur la police. Ce qui s'est passé aux États-Unis. Human Watch est d'acquaintance des États-Unis, Human Watch. À Ferguson. Un policier a tiré sur un homme non armé dans le dos. Mais là, la justice a quand même fait son travail et on estime que dans ces pays-là, la justice est quand même indépendante. Non, mais madame. Revenons quand même dans la justice est indépendante lorsque... Il ne faut pas dire des choses comme ça. La justice est indépendante lorsque on acquitte quelqu'un qui a abattu de sang-froid un autre être humain dans le dos, on l'acquitte. On ne le condamne même pas. Et au même moment, un autre qui avait tué un chien, on le condamne à 35 ans de prison. Reparlons, on parle de chiens, parlons de moutons. Voilà. Surtout, on vient de parler, parlons de moutons noirs, surtout dans la presse. Vous faites de ça également votre cheval de bataille. Absolument. Qu'est-ce que vous entendez par mouton noir? Les moutons noirs, c'est simple. C'est un peu la mauvaise herbe qui gangrène un peu notre presse. Malheureusement, il y a eu trop de mélange dans notre profession depuis Comment vous les décrivez, ces moutons noirs-là? C'est simple, c'est qu'ils ne maîtrisent pas les techniques de traitement, d'exploitation, de diffusion de l'information. Mais qu'est-ce que vous faites? Ceux qui cherchent les informations dans les caniveaux, ceux qui font de la rumeur publique une information. Regardez la titrologie des journaux chaque jour. Non seulement ça n'honore pas notre presse, ça n'honore pas notre pays, ça n'honore pas non plus ceux qui prétendent faire ce métier. Donc notre travail à nous, c'est d'abord d'identifier ceux qui sont des vrais journalistes, leur donner les moyens. Ceux qui ne sont pas formés, nous allons les envoyer en formation, formés localement ici, à Kinshasa, mais aussi à l'étranger. Moi, je viens de Paris, j'ai établi quelques partenariats avec des médias majeurs qui vont pouvoir accueillir certains journalistes de notre pays pour les former. Mais qu'est-ce que vous faites de ceux-là qui font du mélange de genres, journalistes conseillers,
journalistes évoluant dans un ministère, journalistes travaillant pour le compte de produits, certains produits. Mais ça existe, il y a une loi, mais on ne tape pas dessus. Non, on va établir, on va dire, un code qui stipule que lorsque vous êtes journaliste dans une rédaction et que vous avez une réputation d'information, il ne faut pas phagocyter votre statut avec les effets parasitaires. Autrement dit, qu'on vous retrouve dans toutes les sauces, etc. Ça vous enlève la crédibilité journalistique. Là, je vous signale qu'il risque peu d'avoir des journalistes à la RTNC parce qu'ils sont tous conseillers. Ben écoutez, on va essayer de sensibiliser et puis de professionnaliser. Il faut quand même, à l'air au cours défendant, expliquer que le revenu maigre, parfois dans leurs postes réguliers, fait qu'ils sont obligés de faire des onzigues comme ça pour les cumuler. Donc il faut qu'il y ait un travail en amont, prendre une bonne charge. Mais on va également parler, donc on revient dans notre sujet ici, parler du 15e sommet de la francophonie, mais parler également de l'organisation. Oui. On commence, vous y étiez, racontez-nous. Alors dites-nous tout, comment ça se passait? Écoutez, moi je vais vous dire des choses simplement. Je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'avoir été le président de la commission communication et médias du 14e sommet de la francophonie. Le travail que nous avons fait ici à Kinshasa, c'est à Dakar. Vous jetez de fleurs. Senti. Non, madame, on vous avait dit à l'époque que nous avions réussi. Le président Abdou Diouf m'a félicité personnellement à Dakar. Il a dit le travail que vous avez fait. Le sommet de Kinshasa, c'est le premier des sommets que l'OIF n'ait jamais organisé. D'abord, en termes de présence des chefs d'État. Une trentaine, quarantaine au Sénégal, et nous, on en avait combien? 50, madame, ici. Plus les chefs de délégation. Et tout ce qui était prévu au programme a eu lieu à Kinshasa. Le village, succès. Les manifestations annexes, succès. La fête de première dame, succès. Le forum économique, succès. L'accueil et l'accréditation des journalistes. Écoutez, moi ce que j'ai vu à Dakar, c'est Vous aviez eu à accréditer combien de journalistes? Parce qu'à Dakar, on parle entre 800 et 1000. Ici, on est à combien? Nous étions dans les 600. Dans les 600 régulièrement accrédités, inscrits. Nous avions le centre de presse avec 7 studios radio, 7 studios télévision. Tous les majors étaient là, etc. Bon, c'est qu'on a vu à Dakar. Bref, vous êtes fiers de vous. J'ai dit, on peut le dire aujourd'hui sans fausse modestie, que nous avons fait du très bon travail. Nos correspondants à Dakar, ils ont essayé d'ailleurs. Je vous signale que Dakar n'a pas eu, comment dire, la latitude ou le monopole d'avoir organisé les sommets eux-mêmes. Ils ont été d'abord gérés par l'agence de M. Athias, hein, qui organise souvent le New York Forum. C'est eux qui ont un peu piloté les choses. Et puis les Français ont joué un rôle prépondérant. Alors que nous, ici, à 80%, c'est nous-mêmes qui avons fait. Le financement, 90%, c'est les Congolais. Mais pourquoi l'avoir fait alors qu'on sait que la francophonie a l'argent? Pourquoi avoir... Mais parce que d'abord, nous sommes la RDC et c'était un challenge. On a joué au match vu. On était des matchs vus, alors qu'on n'a pas d'argent, on cherche l'argent. On a assumé notre souveraineté. On se permet de dépenser comme ça. On ne se permet pas, on a assumé notre souveraineté. Et qu'est-ce qu'on a gagné en retour? On a gagné en crédibilité, on a gagné en marge de manœuvre, on a gagné dans des décisions que nous avons prises. Aujourd'hui, au terme du bilan, la francophonie économique, c'est la RDC qui l'a mise en place. Et vous avez suivi les discours du président Kabila. Et ça a été repris d'ailleurs, y compris par une partie, par ces citations, par Michael Jean, en fait, on en parlera si vous voulez bien. Par rapport aux crises qui ont gangréné les 2 ans au Mali, on a tout fait pour qu'il y ait la régularité, ça a eu lieu. À Madagascar, le retour de la démocratie et des institutions régulières, ça a eu lieu. Donc, contrairement à ce que les gens peuvent penser ou croire, la présidence RD congolaise à la tête de l'OIF a été un Absolument. succès. Absolument. D'ailleurs, il faut regarder à Dakar, toutes les réunions ministérielles qui se sont faites en amont avec Raymond Chibanda, c'est lui qui présidait en tant que président de l'UEF en exercice. Et il a conduit toutes les réunions. Sauf que, à la dernière minute, la France-Afrique a joué son rôle et on a assisté à l'élection, enfin à la désignation de Michael Jean, contrairement d'ailleurs à ce qui était
convenu entre les chefs d'État. C'est ce qui a divisé beaucoup de chefs d'État qui sont partis. On parle alors du contenu de ce 15e sommet à Dakar. On commence par peut-être le discours du chef de l'État. On remplace le nôtre, bien évidemment, avec cette fameuse phrase, vous venez de dire, repris en chœur par plusieurs dirigeants. Maintenant, on ne remplace pas quelqu'un comme Abdou Diouf, mais on a le défi de chercher un successeur. Ça a déclenché. J'ai eu le bonheur de suivre le discours du chef de l'État en direct. C'était un grand discours, comme il en a l'habitude d'ailleurs. Moi, j'étais à l'ONU, le discours qu'il a fait à l'ONU, c'est un grand discours. Et je peux vous dire, il disait tout ça avec beaucoup de sincérité, sachant qu'un an auparavant, il avait fait d'Abdou Diouf ici à Kinshasa, il l'a honoré de la plus haute distinction. Et il le disait sincèrement, parce que Abdou Diouf a été un secrétaire général qui n'écoutait pas la France-Afrique, qui ne suivait pas les injonctions de la France. Contrairement à ce que les gens pouvaient lui dire, il regardait l'intérêt de l'Afrique et l'intérêt de la francophonie. Peut-être parce qu'il croyait à la capacité de l'homme africain de prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que Joseph Kabila a dit on ne peut pas le remplacer. Et la preuve, celle qui vient de succéder à Abdou Diouf, je ne pense même pas qu'elle pourra arriver. Laissez-la quand même pas quoi, parce que c'est une femme, écoutez, monsieur on va enlever en moi un soupçon de machisme. Mais déjà, vous prédisez l'échec de quelqu'un qui n'a pas encore commencé à travailler. Je n'ai pas dit qu'elle va échouer, je dis tout simplement que la carrure d'Abdou Diouf, la bouteille qu'avait Abdou Diouf, la profondeur d'Abdou Diouf, ça n'a rien à voir avec ça. Elle peut surprendre. Elle en a le moyen, ancienne gouverneure et puis journaliste. Elle ne pensait pas que Michaël Jean, parce que c'est d'elle qu'on parle, la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, vous pensez qu'elle a le moyen de sa politique et qu'elle a les capacités et les compétences requises? La francophonie, moi je connais depuis ACTT et jusqu'à aujourd'hui la francophonie, l'OIF. J'ai vu un peu tous les secrétaires généraux qui étaient là, Roy, Boutros Ghali, puis Abdou Diouf. Le mode de désignation, c'est les consensus. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui est écrit par la charte. La charte demande bien des élections. Écoutez, mais est-ce qu'il y a eu des élections? Moi, j'étais à Beyrouth. Là, ce n'est pas le paternalisme un peu français qui a pris le dessus. J'ai dit à fond. Moi, j'étais à Beyrouth. De l'Afrique. J'ai été à Beyrouth. Ce qui a été convenu, c'est que on devait intégrer ou laisser le président Diouf présider au destiné de la francophonie, parce que ça devait changer maintenant. L'agence de la francophonie devenait l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et au terme de ce mandat, ça devait revenir à l'Afrique centrale. Parce que c'est une présidence tournante sur base des consensus. Henri Lopez, moi je ne suis pas de sa famille, je n'ai pas d'acquaintance particulière avec le Congo-Brazzaville, c'est un grand homme de culture. On voit trop souvent là-bas quand même. J'ai dit c'est un grand homme de culture. Henri Lopez, un grand écrivain. Vous pensez qu'il est en train de payer le péché de Sassou Nguesso en le train d'avoir des velléités de changer sa constitution? Qu'est-ce que ça a à voir? Où est le rapport? Il fait le frais de ça, de la situation politique au Congo-Brazzaville. Il fait le frais d'abord de la France-Afrique et de l'impérialisme, tout simplement. Qu'est-ce que ça a à voir, la langue française, avec des contingences politiciennes? Qu'est-ce que ça a à voir? Rien du tout. Et en politique, il faut respecter quand même la parole donnée. Jacques Chirac, là où il est, il doit se tourner 1000 fois. Vous pensez que la francophonie est en train de s'éloigner de ses missions premières? Complètement. Mais comment faire alors? Comment faire? Il faut une prise de conscience. Ça évolue. De l'autre côté, vous avez les Commonwealth. Oui, faudrait bien qu'il y ait une prise de conscience des Africains pour comprendre que lorsque nous sommes dans une organisation comme l'OIF, dont nous sommes majoritaires, parce que c'est nous, l'Afrique, qui faisons la francophonie. Ce n'est pas la France qui fait la francophonie, c'est l'Afrique qui fait la francophonie. Si vous demandez à un Parisien la francophonie c'est quoi, il ne sait même pas ce que c'est. Mais nous savons ce que c'est. Donc il faut qu'on écoute la voix de l'Afrique. Il faut que les Africains soient respectés. On ne vient pas faire des discours, des injonctions, parler comme si on parlait aux enfants. Non, c'est pas comme ça. Parlons du discours, on va prendre le discours de François Hollande, qui, au nom peut-être de cette France-Afrique, s'en est prise à certains chefs d'État africains. Là, je vais lire juste un passage rapidement. Il y a quelques semaines, le peuple burkinabé a fait une belle démonstration
À lui aussi de maîtriser ce processus, de faire en sorte que les règles puissent être posées et encore une fois respectées, que la réconciliation vienne, que l'on évite tout règlement de compte inutile, mais aussi c'est qu'a fait le peuple burkinabé, doit faire réfléchir ceux qui voudraient se maintenir à la tête de leur pays en violant l'ordre constitutionnel. Il s'adressait à qui, d'après vous? Écoutez, il s'adressait, je pense, à lui-même. C'était un mélange des genres. Moi, je suis africain. Je ne suis pas fier qu'on vienne me donner des leçons sur la marche du continent, sur la marche de notre continent. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé au Burkina Faso, aujourd'hui, les Burkinabés eux-mêmes, ils regrettent. Ah, il fallait que Compaoré demeure. Non, ce n'est pas question de Compaoré reste. C'est la manière dont ça a été instrumentalisé et récupéré. La naïveté de la société civile, de la classe politique, une certaine classe politique, aujourd'hui qui est tournée en dérision. Mais quand François Hollande disait qu'il avait prévenu, il prévient par exemple. Écoutez, lorsque Compaoré était au service de la France, il était où François Hollande? Lorsque Compaoré faisait toutes les basses besognes de la France, il était où François Hollande? Il lui a bien écrit au mois d'avril à François Hollande. Il proposait à Compaoré d'être à la tête de l'OIF comme secrétaire général. C'est-à-dire, il enlevait un dictateur qui était en place pour le mettre à la tête de l'organisation qui est en train de promouvoir la démocratie. Jean-Marie Kassamba, quand on parle... Écoutez, il faut qu'on soit un tout petit peu sérieux. Quand on veut parler. Moi, je ne connais pas un chef de l'État qui arrive dans un meeting comme celui-là, avec son discours à la main, il est en train d'écrire pendant que les autres parlent. Il avait fait à Kinshasa, et il a fait même à Dakar. Peut-être c'est sa façon. Il doit avoir des conseillers, non, mais c'est justement là où il y a les maladresses. Il doit avoir des conseillers, il doit avoir des équipes qui doivent écrire son discours, peser ce qu'on appelle la diplomatie et le savoir. Donc il y a une certaine légèreté dans la présidence française actuelle. Mais c'est ce qui se dit en France. François Hollande a quitté les rôles de président normal, comme il le disait lui-même, il est devenu un président anormal. Parce qu'un président normal, c'est celui qui respecte les codes. Les codes, c'est, il faut savoir respecter la souveraineté des autres États, d'autres collègues, on les appelle homologues. Quand il cite la Tunisie en exemple, et actuellement quand on parle de Burkina Faso, tout le monde sait que... on parle également... Attendez. On parle également de Congo, on parle également de certains pays africains où les présidents veulent éventuellement modifier la Constitution. C'est pas interpellateur. La semaine dernière, France 2, qui est la chaîne publique française, a diffusé un reportage dans l'émission L'œil sur la planète d'Étienne Lennart, où il a dit tout ça pour ça. C'est-à-dire toutes les interventions qui ont eu lieu en Afrique ont été pour rien. Vous prenez ce qui s'est passé en Égypte, où un président de la République élu, Morsi, on monte les militaires contre lui, on l'enlève du pouvoir et on le met même en prison. Et on tue plus de gens que pendant toute l'ère de Moubarak. On ne dit rien. Aujourd'hui, Sisi, que François Hollande a réussi en France, il y a à peine une semaine, règne, on l'appelle même le maréchal, le sphinx, enfin, d'Égypte. Échec. Ce qui s'est passé en Libye, c'est un génocide. Moi, je ne suis pas pro-Kadhafi en termes de partager, je ne sais pas quoi que ce soit. La Libye était déjà en avance en termes de modernisme. On a cassé la Libye jusqu'à tuer un chef de l'État. Ce n'était pas la mission qui est donnée par l'ONU. Est-ce qu'on a rendu des comptes? Non. Donc l'Afrique n'a pas besoin de donneurs de leçons. Écoutez, nous, chaque pays d'Afrique a une histoire. Il y a eu la période des conférences nationales. Il y a eu la période de démocratie. Il y a eu la période... Il y a des pays qui ont connu des élections. Puis des présidents à vie, peut-être après. Non, pas de président à vie. Je ne connais pas un seul président à vie en Afrique. C'est qui? Ça évolue. Quand il y en a qui ont du mal à vouloir laisser la chaise, ça devient aussi compliqué. Vous savez, je vais vous expliquer les dessous ceci. Très rapidement. La croissance de l'Afrique aujourd'hui dérange. Et pour perturber la croissance de l'Afrique, on crée de nouveaux concepts. L'alternance.
faut pas changer les constitutions. Pourquoi? Parce que pas légitime si on laisse de l'alternance. Attendez, oui, légitime, d'accord. Mais Nicolas Sarkozy, qui a été chassé il y a à peine 2 ans, est revenu président de l'UMP, il va être président de la République. L'alternance ou la continuité? En France, moi je vis en France depuis 30 ans. Ceux qui dirigent, c'est toujours les mêmes gens. Depuis 30 ans. Il y a alternance ou il y a continuité. Ça doit être le cas également dans les pays africains. Bien évidemment. Les mêmes têtes, les mêmes familles. Écoutez, Madame Merkel vient d'avoir 3e mandat. Monsieur Juncker, qui est au niveau de l'Union européenne, il a été élu combien de fois Premier ministre? Il faut dire que les régimes divergent. Hein. En Allemagne, on sait c'est pour ça qu'il faut respecter aussi en Afrique, chaque pays est spécifique. Mais qu'est-ce qu'il dit de mal quand il demande à certains présidents africains de juste respecter l'ordre constitutionnel? Si vous êtes là pour 2 mandats, utilisez vos 2 mandats et partez. C'est le mandat. Il n'est pas mandaté pour ça. Il n'est pas mandaté pour ça. Il appartient au peuple africain, comme il appartient au peuple français qu'il a élu, de dire est-ce qu'il va continuer, il ne va pas continuer. Il appartient au peuple africain qui est majeur aussi, de stopper ou de laisser continuer tel ou tel dirigeant. Sinon, ça devient de l'ingérence. Très rapidement, on va essayer de clôturer avec cette émission avec 2 dernières questions que j'aurai à vous poser par rapport à cette francophonie économique. Oui. L'impulsion est partie d'ici de Kinshasa. Quelle peut être la place de la RDC dans cet espace francophone qui se veut économique? Écoutez, nous sommes d'abord le premier pays francophone en termes de population qui parle français, en termes de pays ayant le potentiel économique immense, même sur le plan de l'écologie. Nous avons le bassin du fleuve Congo, nous avons l'eau, nous avons la forêt, nous avons en fait les minéraux, les matières premières. Mais nous sommes aussi parmi les pays les plus pauvres de l'espace francophone. Non, parce que nous sommes le pays qui est en voie de transformation de nos ressources en produits commerciables. Et nous avons aussi des marchés de consommation. C'est pour ça que nous avons lancé ces concepts de la francophonie économique. Si vous avez écouté, même le président gabonais, Ali Bongo, a dit l'exemple donné par la République démocratique du Congo doit être amplifié dans tout l'espace francophone. Mais, madame, quelles sont les multinationales qui sabotent souvent les économies dans les pays francophones? C'est souvent celles du Nord. Quand, au niveau de l'Union européenne, on fait la contingence de nos matières premières, tous les accords qu'on a signés pour être exonérés et tout ça, ça ne fonctionne pas. Alors, on nous empêche même que les Chinois achètent nos matières premières à des coûts convenables. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, nous allons à la fois fonctionner dans l'espace francophone en matière économique, mais nous ouvrir à d'autres partenaires du Sud, de la BRICS, etc., pour voir comment nos économies peuvent trouver matière à développement par ailleurs. Qui dit francophonie pense tout naturellement la langue française. L'on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire de nos langues? Non, francophonie, ce n'est pas l'entendement que nous avons de la francophonie. Francophonie, d'ailleurs, regardez à Dakar, à l'Assemblée nationale, on a autorisé que les députés puissent intervenir aussi en wolof et en d'autres langues, en sérère, en d'autres langues. Chez nous, ici, c'est le français qui prédomine au Parlement, etc. Le Rwanda, par exemple, d'autres pays avaient proposé qu'il y ait l'intervention aussi de l'anglais. Nous sommes aussi membres de la SADC, donc nous avons une option sur l'anglais. Il n'y a pas de problème qu'on puisse aussi... Nos langues à nous, qu'est-ce qu'on en fait? Mais la diversité culturelle, c'est aussi nos langues. Nous avons les 4 langues nationales qui sont d'application. Mais on n'élabore pas des contrats avec dans nos langues nationales. Qu'est-ce qu'au finish, à quoi nous servent? Nous avons encore le français comme langue officielle, mais au fur et à mesure qu'on évolue, on va pouvoir fonctionner et avec l'anglais, et puis on va aussi introduire nos langues. Pourquoi pas? Les Swahili fonctionnent déjà dans le pays de Grand Lac comme langue de travail, donc il n'y a pas de souci. Jean-Marie Kassamba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un mot aux journalistes en tant que président provincial de l'UNPC, mais également un mot à tous les francophones résidant ici en République démocratique. Écoutez, moi, à mes collègues journalistes, pour leur dire que nous allons travailler ensemble pour professionnaliser notre métier. Nous allons sélectionner les journalistes qui sont passionnés par ce métier, mais nous allons aussi écarter ceux qui n'ont pas vocation à rester avec nous, parce que ce métier mérite d'être fait avec beaucoup de passion, beaucoup de professionnalisme. Et puis au monde francophone,
eh ben, nous allons continuer ces combats, mais en nous faisant respecter, parce que le Congo, c'est un grand pays. Je vous remercie encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux téléspectateurs qui étaient, comme d'habitude, chaque dimanche nombreux à nous suivre. Surtout, écrivez-nous par le biais du numéro affiché en bas de l'écran et par le biais de notre adresse mail. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision haute définition. Au revoir et à dimanche prochain.